Je suis François Danet, je suis psychiatre et en effet j'ai une activité à la fois de psychiatre en tant que thérapeute et que psychiatre expert auprès des tribunaux. Concernant cette présentation sur les interactions entre droit pénal, responsabilité pénale et statut des handicapés, notamment leur capacité juridique universelle, j'ai été sollicité pour parler des motifs d'irresponsabilité pénale, les motifs psychiatriques d'irresponsabilité pénale. Cette conception d'irresponsabilité pénale a été mise en place au début du XIXe siècle par l'intermédiaire de Pinel, qu'on peut considérer comme l'inventeur de la psychiatrie française, voire européenne et internationale, qui postulait que les malades mentaux n'étaient pas des ennemis de notre sécurité à tous, mais plutôt des personnes qu'il fallait soigner. Dans ce contexte, il a été mis en place une loi du Code pénal, qui s'appelle l'article 64 du Code pénal, qui allait dans le sens d'une irresponsabilité pénale pour les personnes qui, au moment des faits, étaient atteintes d'un trouble mental sévère, comme un trouble délirant aigu. Mais à cette époque-là, l'article 64 indiquait qu'il n'y avait ni crime ni délit si la personne était atteinte au moment des faits d'une démence, d'une maladie psychiatrique. Et cet article 64 a fait l'objet, durant la deuxième moitié du XXe siècle, c'est-à-dire 150 ans après sa rédaction, d'un certain nombre de critiques. Tout d'abord, il était absolument insupportable pour les victimes de considérer qu'il n'y avait ni crime ni délit. Dans un deuxième temps, on pouvait également considérer comme insupportable le fait d'appréhender les malades mentaux comme des personnes pas capables d'éprouver de la culpabilité ou pas capables d'être accessibles à une forme de sanction pénale. Et dans ce contexte, il a été mis en place une loi en 1994, qui est l'article 122-1 du Code pénal, qui différencie trois situations. Tout d'abord, la responsabilité pénale pleine et entière. D'autre part, l'irresponsabilité pénale, comme c'était le cas du temps de l'article 64, mais également une atténuation de la responsabilité pénale, c'est-à-dire une nuance pour des personnes qui ne sont ni complètement envahies par un trouble délirant, mais ni complètement responsables. Ça, ce sont les deux premières étapes. Ensuite, il y a eu d'autres étapes dans la modification du droit. Tout d'abord, la possibilité pour les auteurs et les victimes d'être entendus en chambre de l'instruction dans une circonstance de non-lieu consécutif, évidemment, d'une irresponsabilité pénale. Donc c'est une très brève audience qui a un objectif intéressant, c'est-à-dire faire en sorte que les victimes soient entendues, faire en sorte que l'auteur soit entendu, et ne pas simplement prononcer un non-lieu de façon lapidaire. En réalité, les victimes sont souvent déçues par cette audience qui va beaucoup plus vite qu'une audience en cour d'assises. Ensuite, il y a eu d'autres évolutions. En effet, il y a eu une évolution récente suite à l'affaire qu'on appelle l'affaire Sarah Halimi. Il y a eu en effet des contradictions entre collèges d'experts, ce qui n'est pas forcément exceptionnel, quant à savoir si l'auteur des faits dont a été victime Madame Halimi, l'affaire Sarah Halimi, Monsieur Kobili Traoré, était-il responsable au moment des actes, totalement irresponsable ou partiellement irresponsable dans un contexte où il avait ingéré du cannabis de façon chronique ou aiguë avant la commission des faits. En effet, dorénavant, alors que la commission parlementaire était contre, alors que l'immense majorité des psychiatres experts étaient contre, alors que les professeurs de droit étaient contre, il y a eu une modification de la loi très récemment, donc, afin de considérer que si un malade mental prenait des substances qui risquaient de réactiver sa maladie mentale, la question de l'irresponsabilité pénale pouvait être annulée. Alors, que dire de toutes ces évolutions? Tout d'abord, que Pinel, l'inventeur de cette psychiatrie, finalement avait été à l'origine de l'article 64 pour des raisons humanistes. Considérer les malades mentaux comme des malades, c'est une vision humaniste pour les écarter de la prison et les insérer dans un système de soins qui est peut-être imparfait, mais qui en effet peut leur permettre d'accéder à une forme de réversibilité de leur maladie mentale aiguë ou chronique. De plus en plus, on voit bien que les lois vont dans le sens d'une nuance de l'irresponsabilité pénale. Plus on responsabilise ces personnes qui sont malades mentales, peut-être handicapées psychiques ou malades mentales, plus on s'oriente vers des lois de plus en plus sécuritaires. Le risque, c'est qu'en minimisant cette question de l'irresponsabilité pénale, on maximise la question de la dangerosité. Et mon expérience d'expert psychiatre est que de plus en plus, nous sommes sollicités
du côté d'une évaluation de la dangerosité, alors que nous sommes assez réticents à prévoir l'avenir et en effet à être dans une logique de prédiction quant à savoir si quelqu'un peut rechuter du côté d'actes criminels ou d'actes préjudiciables pour la sécurité d'autrui.